La télé d'ici s'intéresse ce soir à une maladie peu commune. On va parler d'hémophilie. Je suis persuadé que sur 10 Ivoiriens qui regardent en ce moment le programme, 8,5 ignorent totalement de quoi il est question. Mais on va en parler justement avec 3 spécialistes. Professeur Sanogo Ibrahima, qu'on a eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à recevoir sur ce même plateau de la télé d'ici à la faveur d'une émission consacrée à la drépanocytose. Il nous revisite ce soir, chef du service hématologie du CHU de Yopougon. Moïse Kofinri, président de l'ONG internationale Hémophilie et autres maladies du sang, l'ONG IHMS en abrégé, et Clément Ané, hémophile, donc avec nos 3 invités. On va essayer donc de développer ce sujet et on espère donc en apprendre beaucoup d'ici donc le terme de cette émission. On va retrouver la loupe de Pierre et la mi-temps de l'INSEE. Pour le volet artistique, en 3e partie, on sera rejoint par un jeune artiste, Yann, encore appelé Yannick Niali, qui a été notamment demi-finaliste de The Voice en 2016. Il nous revisite ce soir puisqu'il a entamé depuis 2017 une carrière professionnelle et il nous offrira d'ailleurs d'apprécier son talent en fin d'émission sur la scène de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on va parler d'un sujet totalement inhabituel, c'est l'hémophilie. Qu'est-ce que l'hémophilie? Quelles sont les personnes qui en souffrent? Quelles sont les conséquences de tout ceci, les causes déjà et les conséquences? On va parler dans le détail avec nos 3 invités. Professeur Sanogo Ibrahima, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre favorablement encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. C'est nous que vous remercions. Merci également à Moïse Kofinri, président de l'ONG IHMS, qui est donc l'ONG internationale Hémophilie et autres maladies du sang. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Merci à vous. Merci également à Clément Ané, vous êtes hémophile. Donc, vous en souffrez. Avec vous, donc, on va essayer de savoir un peu, justement, comment on vit, justement, avec l'hémophilie. Et on demandera aussi à professeur, est-ce que c'est une chose dont on guérit ou pas? Autant de questions, évidemment, qui nous passent par la tête, qu'on posera volontiers tout au long de cette émission. Ça va, l'INSEE? Bonsoir, très bien. Le soleil de minuit? En chair et en os. Voilà, qui bascule en mode complainte vendredi. Pas du tout, qui bascule en mode victoire vendredi, oui. D'accord, en tout cas, depuis vendredi dernier. Voilà. Et pendant de très longs vendredis encore. D'accord. Et Pierre qui n'a évidemment pas dit son dernier mot. Ça va, Pierre? Ça va très bien. En zèbre et en os, hein, le soleil de... En zèbre et en os. Ouais, c'est très... voilà, on a voulu axer vraiment vers des imprimés assez qui représentent voilà, le zèbre. On est très... les animaux, tout ça. Savane. La savane. C'est un retour aux sources? Absolument. À la nature? À la nature. Retour aux sources assumées. D'accord. Est-ce que les zèbres ont une crinière? Non. Non, mais il y en a qui ont quand même... ça dépend des zèbres. Il y en a qui ont une... non, mais il y en a qui ont une chevelure plus consistante. Ça dépend des zèbres. Voilà. Pas vu bien, ouais. Est-ce qu'on peut parler des zèbres de la télé d'ici? Non, je ne pense pas. D'accord. Merci, l'INSEE. Et voilà. Bon, professeur, c'est quoi l'hémophilie? Moi, tout de suite, quand j'entends hémophilie, quand je dissocie donc le radical et le suffixe, j'aimerais quand on dit philie, c'est plutôt... amoureux d'eux, adepte d'eux et tout. Hémo, c'est un rapport avec le sang. Donc, tout de suite, si je dis hémophilie, c'est quelqu'un qui est amoureux du sang. Oui. C'est juste de le dire? Ben, non. Pour une fois, on va faire un torse un peu avec l'étymologie. Okay. L'hémophilie, c'est une maladie héréditaire du sang qui se caractérise par un défaut de coagulation. Voilà. Donc, les patients hémophiles, quand ils se blessent, ils ont des difficultés à coaguler. Donc, ils vont saigner plus longtemps que prévu. D'accord. Et puis, en fonction de l'importance de la blessure, l'hémorragie peut aller jusqu'à la mort. D'accord. Mais si, par exemple,
un hémophile ne se blesse pas. Oui. Ça va? Ou il a quand même des difficultés, peut-être qu'il faut que je vous pose la question, ou il a quand même des difficultés dans sa vie de tous les jours? Alors, pour répondre à votre question, on va d'abord dire qu'il y a 3 formes principales de la maladie en fonction de la substance qui fait défaut par rapport à la coagulation. Alors, quand la substance n'existe pratiquement pas, c'est les formes sévères. Et puis, il y a des formes dites modérées, et puis il y a des formes frustres, en fonction du taux résiduel de facteurs de la substance qu'il y a dans le corps. Alors, quand c'est très, très sévère, le patient peut avoir des hémorragies, même tellement pour des traumatismes minimes. Ça veut dire qu'on a une petite entaille avec une lame. Parfois, à la marche même, il peut avoir des hémorragies. Ah bon? Si par exemple il se cogne quelque part? Ah, dans les articulations. Donc, c'est une hémorragie interne. C'est une hémorragie interne. Il y a 2 signes principaux qui vont caractériser cette maladie. Disons 3 signes. Le premier, le plus fréquent, qui lorsqu'il est constaté doit faire penser à la maladie, c'est qu'ils vont avoir dans les formes sévères, on va avoir des hémorragies dans les articulations. On appelle ça des hémarthroses. Hémorragie dans les articulations. Et puis deuxièmement, ils peuvent saigner dans les muscles. Ça s'appelle des hématomes. Il fait un traumatisme, il saigne dans les muscles. C'est les hématomes. Et puis après, s'il se blesse, évidemment, le saignement va être prolongé. D'ailleurs, les circonstances de découverte de cette maladie-là, surtout en Afrique ici, c'est surtout à l'occasion de la circoncision. Parce que la maladie aussi a la particularité que c'est une transmission héréditaire par la maman, mais c'est le plus souvent les enfants de sexe masculin qui font la maladie. D'accord. Transmission par la mère, mais le plus souvent, c'est les garçons qui vont faire la maladie. Comment on l'explique? C'est très rare que les filles le fassent. Comment on l'explique? Alors, on l'explique déjà, c'est quoi la source? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on soit hémophile? C'est ça. Et deuxièmement, pourquoi ce sont les hommes qui sont le plus touchés? Voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie héréditaire. Donc, une maladie génétique. Et l'anomalie génétique est située au niveau des chromosomes X. Parce que vous savez que chez l'homme, le sexe masculin, il y a des chromosomes sexuels qu'on appelle XY. Et puis chez la femme, il y a les chromosomes XX. Elle a 2 X, la femme. Alors la maman, le plus souvent, comme l'anomalie génétique se situe au niveau du chromosome X, comme la maman a 2 chromosomes X, le plus souvent, l'anomalie étant sur un chromosome X, l'autre chromosome X qui est normal suffit à compenser le déficit chez la maman. Donc la maman ne fera pas la maladie. Très bien. Elle sera une porteuse saine. Mais comme chez le garçon, il y a un chromosome X et un Y, quand la maman transmet l'anomalie génétique qu'elle a sur un de ses chromosomes X à un garçon, lui, il va avoir cette anomalie génétique associée à un chromosome Y. Donc XY, l'anomalie venant du X de la mère, le garçon, voilà pourquoi le garçon va faire la maladie. Très bien, c'est assez clair. Voilà. Donc, c'est les principales manifestations, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'hémarthrose, le saignement de l'articulation, le saignement dans les muscles, les hématomes, et puis les hémorragies prolongées à l'occasion des blessures. Comment on se rend compte du saignement dans l'articulation? Alors, même dans le muscle? Ah oui, dans l'articulation. Dans le muscle, ça se voit, je pense. L'hématome, il y a des taches, des bleus et tout. Dans l'articulation va s'enfler. Elle va devenir progressivement chaude, douloureuse. Voilà. C'est un des gros problèmes parce que ce saignement répété dans l'articulation va finir par détruire l'articulation et entraîner des blocages articulaires qui peuvent faire qu'on peut avoir un handicap, surtout si c'est au niveau des genoux. Alors, Clément Ané, vous êtes dans quelle forme? La forme grave, la forme... sévère. Ah, la forme sévère. D'accord. Ça a été décelé quand? Bon, lors de la circoncision de mon grand frère. Ah, c'est là, bon, il a failli mourir, au fait. Voilà. À ce moment-là, ma maman était enceinte de moi. Donc moi, c'est à la naissance, ils ont fait les examens et puis ils ont su que je suis hémophile. Mais du coup, ça se manifeste comment chez vous? C'est les mêmes choses. Les saignements, souvent des enflures. Même quand je marche beaucoup,
Au bout d'un moment, Après, j'ai mal, il y a le genou qui s'enfle. M'arrête beaucoup aussi, pareil. Alors, C'est là, un peu il ça. y a une journée internationale Oui, qui est célébrée, enfin commémorée tous les ans, donc le 17 avril. oui. Voilà, pour information. Donc, cette émission se tient justement dans le cadre donc, de cette commémoration internationale. Alors, Moïse Kofindri, vous êtes à la tête d'une ONG Oui. Qui intervient justement dans ce domaine-là. C'est quoi vos actions à vous? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, d'abord, je voudrais dire que moi-même, je suis père de 2 enfants hémophiles. C'est vrai que je ne le suis pas moi-même, mais comme le professeur l'a expliqué tout à l'heure, il y a eu la transmission de mère-enfant. Par la mère. Voilà. J'ai 2 enfants hémophiles et donc c'est tout ça qui nous a poussé à constituer cette organisation-là, l'ONG internationale hémophilie et autres maladies de la coagulation du sang. Nos objectifs ou nos activités, c'est surtout la sensibilisation. Sensibiliser la population ivoirienne sur cette maladie-là, parce qu'elle est vraiment méconnue de la population. Et donc, nous menons des activités pour sensibiliser toute la population lorsqu'on décèle ces symptômes que le professeur vient de décrire là, qu'on aille immédiatement vers les biologistes pour faire son test de coagulation. Professeur, est-ce qu'on peut prévenir l'hémophilie? Alors, difficile à prévenir. Bon, oui et non. Oui, parce que je disais la dernière fois que si la population peut retenir de notre message qu'il ne faut jamais faire une intervention, quel que soit son degré de saignement. Il n'y a pas de petite intervention. Qu'il ne faut donc jamais faire une intervention sans faire de bilan préopératoire, on a gagné. Parce que souvent, ce sont ces interventions faites sans bilan qui peuvent arriver chez un hémophile qu'on ne connaissait pas jusque-là, qui conduisent à la catastrophe. Vous vous adressez au corps médical? Au corps médical et à la population. Oui, parce que parfois on peut aller chez le dentiste. C'est vrai. Est-ce que vous voyez? Alors que chez l'hémophile, même une avulsion dentaire peut conduire dans les difficultés. Donc déjà, prévenir, oui, pas en faisant un bilan préopératoire, mais du côté de la mère, on arrive, avec les progrès de la science, à pouvoir identifier des mères porteuses. C'est à cela que je faisais allusion. Mais voilà, on ne peut que s'arrêter là. Non, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a les moyens ou le plateau technique, je ne sais pas si la formulation... Est-ce qu'on peut dépister? Ah oui, oui, tout à fait. C'est pas compliqué. On peut dépister une mère porteuse. Comment? Oui, il s'agit de faire des dosages de facteurs manquants. Et puis, il y a des formules spéciales qui permettent de dire qu'une femme est conductrice. On appelle ça les mères conductrices, les femmes conductrices. On peut en faire le diagnostic, c'est pas difficile. Clément Ané, j'ai envie de poser une question qui est très personnelle. Comment vous vivez en fait cette maladie? C'est ça, vous m'avez ôté les mots de notre bouche, je crois. Bon, c'est beaucoup compliqué, hein. Beaucoup, mais je suis un homme, je suis appelé à fonder une famille, tout ça. Donc, du coup, je suis obligé de forcer les choses. Mais je veux dire, est-ce que vous avez une activité professionnelle? Comment ça se je passe? fais la photographie actuellement. Souvent, je m'arrête beaucoup. Oui. Donc, souvent, je prends des coups. Quand je finis comme ça, il y a les chevilles qui sont enflées. Je finis une cérémonie, j'ai les chevilles enflées et souvent aussi le genou. Souvent, je vais aussi en béquille dans les cérémonies parce que quand une cliente m'appelle, je lui explique tout ça et puis bon, elle me dit OK, pas de souci. Souvent, tu peux t'y reposer, souvent aussi, bon, il y a d'autres qui sont durs. Mais professeur, comment on vit avec? Alors, sans trop en souffrir? Oui. Bon, toutes ces maladies à transmission héréditaire, par définition, sont des maladies chroniques avec lesquelles on vit. C'est le cas aussi de l'hémophilie. On vit avec toute sa vie. Mais il faut dire que les choses se sont beaucoup améliorées. Et ça, peut-être qu'on va anticiper un peu sur la prise en charge. Les choses se sont beaucoup améliorées parce que, comme je disais tout à l'heure, la maladie est liée au déficit
plus précisément des protéines nécessaires à la coagulation. Il y a deux types d'hémophilie en fonction des facteurs déficients. Quand c'est le facteur 8 de la coagulation qui est déficient, on parle d'hémophilie A. Quand c'est le facteur 9 qui est déficient, on parle d'hémophilie B. Mais un patient ne peut pas avoir les deux déficits, ça c'est exceptionnel, ne peut pas avoir les deux déficits. Donc le patient qui aura le déficit en facteur 8, c'est l'hémophile A. Et puis le patient qui aura le déficit en facteur 9, c'est l'hémophile B. D'une façon générale, il y a 85% de patients qui sont hémophiles A pour 15% qui sont hémophiles B. Les manifestations sont les mêmes, comme je viens de dire. Saignement dans les articulations, saignement dans les muscles, hémorragie prolongée en cas de blessure. Voilà les manifestations. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut vivre avec? On vit avec. Les choses se sont beaucoup améliorées. Au départ, comme c'était un déficit en une substance sanguine, on faisait de la transfusion de plasma, c'est-à-dire le surnageant du sang. C'est ce qu'on appelle le plasma. La substance est contenue dans ce plasma-là. Donc, on prend du plasma d'un patient qui n'est pas hémophile pour le donner à un hémophile. C'était ça au départ le traitement. Mais ce traitement a eu des inconvénients parce qu'il y a eu les transmissions de maladies virales. Vous avez entendu parler du scandale du sang contaminé en France dans les années 84, au moment où on découvrait le VIH. Donc, toute transfusion a ce risque-là de transmission de maladies virales, hépatite B, VIH, etc. Donc, il y a eu ça. Et puis après, les moyens thérapeutiques ont évolué. On a été capable de fabriquer la protéine déficiente. Facteur A, facteur B, on a été capable de le produire. Avec cela, il n'y a aucun risque de transmission. Mais aussi bien pour le plasma, les produits extraits du plasma, que pour les facteurs fabriqués, le risque, l'inconvénient, c'était qu'au fur et à mesure qu'on utilise ces produits pour combler le déficit chez l'hémophile, c'est comme si on apporte une substance que l'hémophile n'a pas. Or, l'organisme humain, à chaque fois que vous lui donnez quelque chose qu'il n'a pas, il finit par réagir. Donc, dans la prise en charge par ces deux moyens, moyens plasmatiques et moyens de produits fabriqués, à la longue, on a vu apparaître ce qu'on appelle des anticoagulants circulants, des inhibiteurs de facteur 8 ou inhibiteurs de facteur 9. C'est-à-dire que le corps lutte contre le médicament, c'est voilà, ça? lutte contre la protéine que vous apportez. Donc ça a compliqué le traitement. Mais la journée que nous avons célébrée le 17, cette année, coïncide avec une très bonne nouvelle, parce qu'en 2018, les progrès ont pu faire qu'il y a désormais un produit qui n'est pas du facteur, c'est-à-dire qui n'est pas le facteur fabriqué, qui est une autre substance qui joue le rôle, c'est valable pour l'hémophile A, qui joue le rôle du facteur 8 sans être du facteur 8. Et donc qui n'a pas d'inconvénient en termes de production d'anticorps. D'accord. C'est le dernier cri en termes de produits. Dernier cri, la dernière trouvaille. Voilà. Et vous me permettrez de dire que nous sommes très heureux parce que la Côte d'Ivoire est le premier pays dans la sous-région ouest africaine à disposer de ce produit. D'accord. Voilà. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. On va marquer une pause, c'est assez intéressant tout ce que vous dites. On marque une pause, on revient dans quelques instants, juste après la fenêtre publicitaire. Ce soir, dans la télévision de l'hémophilie, une maladie donc liée au sang, une émission qui se tient à la faveur de la commémoration internationale donc, de l'hémophilie, qui se tient donc tous les ans, le 17 avril. On a beaucoup de plaisir donc d'échanger depuis le début de cette émission avec professeur Sanogo Ibrahima, chef du service hématologie du CHU Yopougon, Moïse Kofindri, président d'une ONG donc, qui s'inscrit dans le cadre donc, de la défense donc, des malades, et Clément Agné, hémophile, qui partage donc son expérience personnelle
ce soir sur le plateau de la télévision. On va marquer une pause pour parler de vaccins. C'est pas très loin aussi. On va parler de la Covid-19. C'est la loupe de Pierre. Jingle. Alors Pierre. Petite question personnelle, est-ce qu'il y a des gens vaccinés sur ce plateau? Non, pas moi, en tout cas. Moi, je suis vacciné. Personnel de santé, donc vous êtes vacciné. Ouais. Vous, pas encore. Pas Pourquoi encore. Pas encore, mais ça ne saurait Ça tarder. ne saurait tarder. Ben, voilà, on se rapproche d'une fameuse date qui est celle du 23 juin où les doses restantes du vaccin AstraZeneca en Côte d'Ivoire ne seront plus utilisables. Donc on en avait reçu 504 000 à la date du 1er mars 2021. Il en reste 185 000. Et bien sûr, on ne se bouscule pas dans les centres de vaccination. On en avait parlé justement de cette espèce de psychose qu'il y avait autour, et notamment de petits problèmes de coagulation qui étaient liés à ce vaccin-là. Donc cette réticence, on la sent bien en Côte d'Ivoire, et donc voilà, on arrive à cette fameuse date butoir. Les autorités essaient de mettre donc l'accent sur de plus en plus de sensibilisation pour que les gens aillent se faire vacciner, mais ça n'a pas l'air de beaucoup fonctionner. Mais moi, On voit pas mal de publicité aussi. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans la ville, des panneaux publicitaires. Allez vous faire vacciner, c'est important. Voilà. Oui. Et en fait, on n'arrive pas à se débarrasser de cette psychose. Moi, j'avoue que je faisais partie des gens qui étaient Très enthousiastes. Très enthousiastes. J'ai été un peu refroidi, mais je vais quand même y aller. Je vais quand même y aller. Pourquoi vous avez été refroidi? Parce que entre le temps où on décide de se faire vacciner et tout ce qui se met autour, il y a plein d'histoires, voilà, de maladies. Voilà. Professeur, un petit commentaire quand même sur... Justement, c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous pensez Je pense que la réponse a été donnée. Oui. Par les données statistiques que la structure européenne de médicaments a données, en disant que les accidents ne sont pas... Il n'y a pas de lien statistique entre le vaccin et les accidents. D'accord. Les fameuses coagulations dont on parle. Voilà. En tout cas, ce qui est particulier dans cette campagne, c'est que finalement, ces 504 000 doses étaient prévues dans un premier temps pour le personnel de santé, personnel de l'éducation, les forces de sécurité et de défense, et que, à mi-chemin, on a été obligé d'ouvrir encore une fois à toute la population, parce que même ces gens-là qui étaient visés dans un premier temps n'y sont pas allés, et que même malgré cette ouverture, on est encore... voilà. Il reste 185 000 doses, et comment ça va se passer? Donc pour la seconde vague, ça va être compliqué, j'imagine. D'accord. Merci Pierre pour cette loupe. Professeur, pour un hémophile, quand il se blesse, ça saigne pendant combien de temps? Alors, ça peut saigner plusieurs heures. Ça dépend d'abord de la forme, comme on a dit dans les formes sévères. Quand il se blesse, s'il n'y a pas d'intervention, le saignement peut se faire pendant plusieurs heures. Ça peut mettre en cause la vie même du malade. Qu'est-ce que vous entendez par intervention? Vous avez un jeune homme à la maison qui se blesse, qui est de la forme sévère, de l'hémophilie, et qui se blesse. C'est quoi l'intervention? C'est un bandage? Non, c'est qu'il soit connu par une structure de santé qui le suit, ou qu'il consulte pour la première fois, pour qu'on sache s'il est hémophile ou non, et qu'on lui apporte justement les facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'à la maison, quand on pose un bandage, ce n'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant. Quelle que soit la taille de l'entaille? Non, pas Si quelque par exemple c'est tout petit comme ça, et puis que... Oui, si c'est tout petit, ça peut aller. D'accord. Mais ce qu'on vous dit, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit, quand le malade n'est pas connu, on le conduit à la circoncision. Oui. Parce que c'est un problème. Ça, on a eu des familles où il y a 2 garçons qui sont décédés. Et c'est à l'occasion du 3e que le problème se pose. On dit, il faut aller voir le médecin, qu'on y pense. Il y a des familles où il y a eu 3 garçons qui sont décédés dans la fratrie. Et c'est à l'occasion de la 4e circoncision qu'on se pose la question et qu'on vient nous consulter. 4 garçons, c'est trop. 3 garçons, c'est trop. 2 garçons, c'est trop. Même un seul, c'est trop. Absolument. Donc il faut y penser et faire toujours un bilan. Et quelles sont les avant chaque acte susceptible de faire saigner. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a assez de, on n'a pas envie de dire assez de malades, mais est-ce que le nombre de malades
d'hémophilie est important en Côte d'Ivoire au point où on doit se dire, pour deux partenaires qui prévoient d'avoir un enfant, est-ce qu'il faut que la mère, comme vous disiez pour la drépanocytose sur le même plateau, il faut que les parents aillent faire des examens pour savoir si la mère a un chromosome qui est affecté? Alors, votre question nous ramène... Est-ce qu'il faut un dépistage systématique? Les données. Parce que vous voulez justifier la nécessité du dépistage par la notion de la fréquence. Alors, ou la prévalence. il faut l'imposer, en fait. Voilà. Est-ce qu'il faut dire aux gens, il faut faire obligatoirement? Alors, je vais vous dire quelque chose, c'est que les statistiques disent, selon une étude qui a servi de référence en France, 1 cas pour 5000 garçons en France. Et en Côte d'Ivoire? Alors, en Côte d'Ivoire, on a fait une étude préliminaire qui n'a pas été une étude à l'échelle nationale, mais qui donne une idée pour dire que l'affection est présente. Sur un échantillon d'à peu près 2400 sujets de sexe masculin, on a trouvé 0,8 pour 1000. 0,8 pour 1000. Ça veut dire à peu près 1 pour 1000. Donc presque 5 fois plus que la France. Voilà. Donc c'est dire que, avant, vous savez, c'était les affections qu'on ne cherchait pas et qu'on ne connaissait pas. On disait que c'est des maladies de blanc. C'est ça. Ah ben ça existe chez nous. Honnêtement, est-ce que tous les centres de santé sont conscients, ou du moins tous ceux qui sont en poste dans ces centres de santé sont conscients de ce que vous venez de dire? C'est-à-dire qu'il y a tout de suite quelqu'un qui souffre d'une hémorragie. Est-ce qu'on pense tout de suite hémophilie? Non. Honnêtement? Non, honnêtement, non. C'est un problème. Mais c'est notre bataille. C'est notre travail. Parce que le nombre d'infirmiers que vous avez dans tous les quartiers populaires et tout, je ne suis pas certain que les gens... Voilà. Et même l'intérieur du pays aussi. C'est pour cela que nous sommes en partenariat, on va dire, avec un laboratoire pour nous aider. Parce que si on suspecte un malade à Korogo, il faut le descendre à Abidjan ou à Bouaké. C'est ça. C'est pour ça que nous voulons mettre des antennes, des centres régionaux, au moins dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, pour que quand ça se passe à Korogo, il y ait un service référent, avec un médecin référent, qui puisse au moins faire les premiers gestes et faire les prélèvements nécessaires au diagnostic. Moïse Kofi, est-ce que votre sensibilisation s'adresse uniquement aux populations civiles ou est-ce que ça s'adresse aussi au corps médical? Il y a parmi nos patients des enfants de corps médical et autres. Il y a tous les composants dans nos patients. C'est toute la population qui est concernée. Et donc, la sensibilisation que nous faisons, c'est pas ciblé. C'est toute la population ivoirienne que nous... Alors, je n'ai pas le sentiment, peut-être que je me trompe, 17 avril, journée mondiale, donc la Côte d'Ivoire est concernée, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une sensibilisation particulière à l'échelle nationale sur cette maladie. Je ne parle pas de votre cas à vous, particulièrement, pas l'ONG, mais là je suis vraiment à l'échelle nationale, je pense tout de suite au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il y a vraiment une vraie sensibilisation à mettre en place, à la fois en direction des populations, mais surtout du corps médical. Oui. Est-ce que c'est effectif, ça? Souvent, il y a des affiches qu'on voit un peu en ville, il y a des spots qui passent à la télé, voilà, pour sensibiliser. L'hémophilie, j'avoue que j'en ai jamais vu. J'intervenais un peu, je sais que la question était adressée au professeur, mais pour dire que ça fait partie de nos plaidoyers au niveau de notre ministère de tutelle pour qu'il y ait une politique de lutte contre l'hémophilie, mise en place d'une politique contre l'hémophilie en Côte d'Ivoire. Il y a dans d'autres pays, ça existe, où vraiment l'autorité ou le gouvernement assiste. Tout à l'heure, le professeur a fait cas de, j'allais dire, un accord et que l'État ivoirien allait nous aider, mais jusqu'à présent, c'est par la filiation de notre organisation à la Fédération mondiale que nous obtenions les traitements, les facteurs pour les traitements. Et donc, bon, il y a quelques ouvertures qui commencent à se faire et nous espérons que la sensibilisation sur l'étendue du territoire national, ça aussi, notre ministère va peut-être nous soutenir dans cette sensibilisation. Très bien. Je
voulais repartir un peu sur la vie. Vous avez rappelé que vous avez aussi 2 enfants qui sont hémophiles. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est tout le temps en train de surveiller chaque activité? Est-ce que ces enfants-là ont une vie normale où ils peuvent aller jouer avec leurs amis on est obligé de tout le temps regarder au final. Est-ce que ça a un impact sur le... Est-ce que vous Effectivement, bon, les miens, mes enfants, ils sont maintenant un peu plus. Il y a un qui a 22 ans et l'autre a 20 ans. Donc, la surveillance n'est plus trop... Mais voilà, quand ils sont encore très jeunes, il faut les surveiller. À bas âge, il faut être là tout le temps derrière en train de crier. Enfin, d'autant plus que ce sont des garçons. Voilà, des garçons. Ça court partout, voilà, c'est des jeux dangereux. Ils ne doivent pas jouer au ballon. Les sports de contact, ça, ils ne doivent pas le faire. Et donc, il faut être là tout le temps en train de répéter. Et lorsque monsieur sort de la cour, il se retrouve avec ses amis en train de jouer au ballon, Mais justement, il va lui aussi s'y mettre. Et c'est quand il rentre à la maison qu'il a les enflux partout. Et bon, voilà. Et justement, Clément, est-ce que vous avez pu profiter de votre enfance en toute insouciance? Ou est-ce que, pareil, il fallait faire vraiment très attention? Les parents ont toujours parlé de ça. Arrête de jouer au foot. Mais souvent, on se cachait pour aller jouer. Et parfois, vous souffrez même. Tu viens de jouer après, bon, tu as le pied enflé, le genou, bon, tu souffres, mais demain, bon, tu peux pas, tu as tes amis, tu veux faire comme eux, c'est pas facile. Voilà, donc... Et les amis étaient au courant de votre maladie? Pardon? Vos amis étaient au courant de la maladie? Oui. Souvent aussi, on regarde des films, on veut s'amuser, les petits trucs. C'est ça. D'Artagnan, voilà, donc ça a toujours été comme ça, et puis bon. D'accord. Ça a été quoi la manifestation la plus grave dans votre cas? Bon, c'est le genou. Il y avait le genou, le pied plié, le genou enflé. Bon, d'après des médecins et puis d'autres, ils ne pouvaient plus marcher ou un truc comme ça. Il a duré dedans, bon, mais grâce à Dieu, bon, ça va. Et c'est-à-dire que lorsque vous avez une crise comme ça d'hémophilie, qu'est-ce qui se passe après? On attend, on prend le traitement, ou on attend que le pied désenfle ou que peut-être le genou même dégonfle? Comment ça se passe? Bon, quand il y a une crise comme ça, je n'arrive pas à marcher le chemin, je suis tout le temps couché, mais c'est difficile en fait. Je n'arrive pas à dormir. Avec des douleurs, je n'arrive pas à dormir. Bon. Et c'est au fur et à mesure que ça... Après l'injection, c'est les facteurs qui nous soulagent en fait. D'accord. Voilà, après l'injection, la douleur se calme. Le pied est toujours enflé, mais au fur et à mesure, ça descend. Alors, pour revenir à la manifestation dont on parlait, le genou enflé, c'était consécutif à un choc? Bon, souvent, comme je le disais, je marchais beaucoup, m'arrêter aussi. Bon, donc, souvent, ça agit dessus. Mais souvent aussi, tu peux ne pas sortir. Tu es à la maison. Tout le temps, tu passes à la maison. Quand tu as une crampe nette. Alors, avec une crampe. Voilà. Justement, professeur, tu ne sais pas, tu es assis et puis bon, tu veux t'élever et puis en même temps, tu sens qu'il y a une crampe. En même temps, immédiatement, il y a un saignement. Il y a un saignement et ça se voit, c'est les hématomes tout de suite. Parce que là, c'est au niveau des muscles, comme vous l'avez dit. Professeur, qu'est-ce qui se passe au niveau des articulations pour qu'il y ait hémorragie? Oui, mais... C'est dû au frottement? C'est dû à quoi? C'est ce qu'on disait. On dit que excusez-moi. Dans les formes sévères, on dit qu'il y a moins de 1%, le taux résiduel du facteur chez le patient est inférieur à 1%. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il n'en a pratiquement pas. C'est ce qui fait qu'à la marche, même quand on se tient debout, c'est une pression sur les articulations. C'est cela. La station debout, parce que quand on prend le genou, pourquoi le genou est le plus concerné? Parce que du genou jusqu'à la tête, vous avez ce poids du corps qui pèse sur le genou. C'est cela. Donc, ne serait-ce que la station debout, ce poids-là constitue un traumatisme qui fait que le patient saigne. Dans les formes sévères. C'est compliqué tout ça. Voilà. C'est compliqué. Marquons une pause. On va souffler un peu. On sera rejoint par un artiste du nom de Yann pour apporter un peu plus de bonne humeur. Hein. On va essayer d'oublier un peu cet épisode assez lourd à porter. Vous êtes un héros, hein, autant le dire, Armand. Clément, c'est pas du tout évident. Marque une pause. On se retrouve dans quelques instants.
Télévici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour télévivre le talent par ailleurs. On va parler pour ce dernier virage de la Télévici, on va parler de musique. On reçoit un jeune artiste du nom de Yann pour se faire une petite idée de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait et de ce qu'il compte faire. Pour les 2 premières questions, on regarde maintenant le medley. Et pour la 3e question, interview juste derrière. What would I do without your smart mouth? Drown me and you kicking me off. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on with that beautiful mind? Je me distingue dans tout ce que je fais, pas l'excellence. Dans ma génération, je veux marquer la différence. Car je ne suis pas seul, Dieu tient ma main pour que j'avance. Bien tant de fois je suis tombé. Dans sa grâce il m'a relevé pour accomplir la destinée merveilleuse qu'il m'a préparée. Tellement de fois tu lis dans mon regard, tu fais semblant de rien savoir. Tu lis dans mon regard, tu fais semblant de rien savoir. Je vois que ça t'amuse, hein? Je vois que ça t'amuse de jouer avec moi. Tu m'as allumé. La Télévici reçoit ce soir le jeune Yann, anciennement connu sous le nom de Yannick. Niali, ça va ou quoi, Yann? Bien, ça va très bien, merci. Ne pape, ouais, avec un gilet jacket, enfin, Oui, c'est particulier ça. ouais. C'est Yann. Ah, c'est Yann, d'accord. Ça s'appelle Yann. Donc désormais, si vous voyez ce modèle de vêtements sur Internet, Yann, voilà. Yann, il ne faut pas se poser trop de questions. Ça va depuis... alors, on va essayer de refaire un peu l'histoire de Yann pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre. Fils d'une mère professeure de musique. Ça a une influence forcément sur ton choix. Oui, c'est clair. En plus d'être prof de musique, ma mère était chanteuse. Elle était la première femme à faire la musique reggae en Côte d'Ivoire. Okay. Elle n'a jamais sorti d'album, malheureusement. Mais on va dire que ça m'a vraiment influencé. C'est de la famille que cela me vient. D'accord. À part maman, il y a mon grand-père paternel qui jouait du piano également. Ok. Bon, donc tu es dans un environnement plutôt musical et rien de surprenant pour ce qui va se passer plus tard. À 12 ans, tu intègres une chorale. Un souvenir assez douloureux, bon, finalement. Douloureux parce qu'il intègre en fait un groupe, la formation a cappella, pour ce que je sais. Oui. Et 3 mois après, on dit, le gars, il n'en vaut pas la peine. Bon, ça va, il n'est pas à la hauteur, quoi. En gros, on te répudie carrément. Oui, c'était un peu ça. Ouais. On va dire que j'étais pas vraiment qualifié, mais j'étais pas conscient que j'avais pas ce qu'il fallait pour intégrer le groupe. Qu'est-ce qu'il fallait, motivé en fait en tout cas? Il fallait savoir bien chanter. J'avais une jolie voix, mais je ne savais pas chanter. D'accord. Donc, tu vois, un groupe d'ados comme toi qui chantent, tu veux intégrer, puis après, on te dit non, c'est pas la peine, casse-toi. D'accord. Mais tu as travaillé après du coup? Oui, ça m'a motivé. Et vous savez, comme les ados peuvent être assez méchants, Oui. on m'a dit, viens plus aux répétitions. Ouais. Ah carrément? Et puis, Ça sert à rien que tu viennes. je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps. Ouais. On est fiers de toi. Oui, mais c'est une bonne chose parfois aussi. Sinon, les enfants, ils disent la vérité de façon crue, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça Il y a m'a servi quelqu'un en qui a tout dit cas. à Charles Aznavour, tu es petit de taille, tu n'es pas beau, tu ne chantes pas bien. À mon avis, il ne faut pas compter chanter, il faut plutôt chercher à être comptable, comme ça tu vas chanter pendant que tu comptes. Enfin, c'était un peu ça et tout. Ça a été un facteur justement motivant pour lui et il est devenu ce qu'on sait aujourd'hui. Et toi, justement, ça a été, comment dire, une source de motivation finalement. Oui. Après, tu deviens maître de chœur, responsable de chorale. Oui. On va dire que la motivation, au début, elle n'était pas noble. C'était pour me venger. Mais après, j'ai essayé de rectifier et puis d'être utile au lieu de chercher à prouver quelque chose. C'est cela. Tu passes par les pianos-bars. Oui. Tu en as fait quand même pendant pas mal d'années. Oui, Ça a ici à été Abidjan. une bonne école ou pas? Très bonne école. Dans quel sens? Je suis très timide à la base. Et on va dire qu'à l'église, il n'y a pas vraiment la pression des clients qui peuvent râler quand ils ne sont pas satisfaits. On pense juste à Du Jésus et boss. c'est bon. Voilà. On chante, quoi. Alors que dans le piano bar, c'est carrément différent, quoi. Déjà, il y a les clients qui ont des avis qui sont souvent désagréables. Il y a le boss qui demande que ce soit bien fait et tout ça. Et puis, il y a l'expérience même de la scène. Je veux dire que j'ai quand même appris beaucoup. Tu l'as fait pendant combien de temps? On va dire pendant 7 ans. Ah, tout de même. Oui. Pas régulièrement parce qu'à l'époque, je me cachais un tout petit peu parce que ce n'est pas permis à un chantre parce que je servais à l'église pendant que je le faisais. D'accord. Pourquoi ce n'est pas permis? C'est pas compatible les deux?
Non, pas du tout. D'accord. Ah, mais j'en connais qui seraient radiés de leurs églises. Hein. Puis, ça va venir avec le temps parce que quand on est conscient de ce que c'est qu'être chantre, du sacerdoce, du sacrifice qu'on doit faire, on ne se mélange pas. Voilà. C'est un appel, c'est un choix de vie, c'est une discipline. On ne se mélange pas à quoi? À ce que d'aucuns appellent la musique du monde ou... Oui, à la musique du monde. Ah bon. Non, c'est-à-dire que juste Mais tu pourtant, dois on dit qu'il servir. faut aller convaincre les brebis partout, cela est possible. Oui, les convaincre avec ce qu'on a, la lumière. Et tu as fait un choix du coup aujourd'hui, ça veut dire tu es plutôt donc musique religieuse. Oui, Totalement. totalement. D'accord. Mais avant de franchir le pas, tu passes d'abord comme choriste de plusieurs grands artistes. Aïcha Koné, Loko Akanza, En David studio. Terreau. Oui. En studio, oui. Oui. Une sorte de requin de studio. Est-ce que tu le faisais parallèlement à ta vie de chanteur de piano-bar ou c'est après cette Pendant, je faisais et du piano-bar et des chœurs studio et je chantais à l'église Et en des même chants, temps. ok. Donc j'étais faisais tout, en dispersé, fait, j'étais ouais. vraiment dispersé. Et je pense qu'il a fallu du temps pour que je comprenne que quand on a un appel de chantre, il faut faire le choix de se mettre à part, comme Dieu nous le demande. D'accord, Et je pense qu'à l'époque, je n'étais pas prêt. Ce n'était pas le bon moment, on va dire. d'accord. Mais voilà, ça m'a servi. Mais à l'époque, tu trouvais pas que c'était complémentaire toutes les activités que tu faisais et Donc, au contraire que ça t'a permis aussi de développer plusieurs compétences. Oui, Le fait d'être en studio, d'être aussi dans les pianos-bars, d'être chantre à l'église, tu vois, ça t'a permis aussi de voir un maximum de choses. oui, mais ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est qu'à l'église, j'avais la possibilité de faire tout ça. D'être sur scène, de m'exprimer, de travailler pour des artistes chrétiens, d'apprendre, Oui. sans forcément être obligé de me disperser et de faire la musique mondaine. D'accord, oui, mais en même temps, alors revenons sur le chapitre choriste quand même, tu as fait les chœurs d'artistes de renom. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De l'expérience. Concrètement, ça veut dire quoi? Je veux dire, Est-ce qu'en termes de, je sais pas moi, de style, de registre, ça t'a permis de te réorienter, d'ajuster des choses? Concrètement, ça s'est passé comment? je dirais que ça m'a rendu plutôt polyvalent parce qu'à l'époque, j'étais très R&B, gospel. Mais quand on te sollicite pour poser sur l'album d'une grande dame comme Aïcha Koné, c'est pas du gospel, c'est pas du R&B. C'est vrai. Donc j'ai gagné en expérience, en discipline, parce que les chœurs studio, c'est vraiment tac, tac, tac. Il n'y a pas... Voilà. Donc j'ai progressé Tu peux techniquement. pas faire de vibe et tout, il faut vraiment Non. que tu sois... T'es comme un robot, on dit tu Ok, fais. ok. Voilà. En 2012, tu n'empruntes pas encore les voies insondables du Seigneur, tu t'envoles plutôt pour le Maroc, pour une autre expérience. Oui, je suis allé au Maroc. C'est pas que j'étais pas dans les voies du Seigneur, attention. En fait, tu cumulais. Voilà, c'était un mix, c'était un Un mélange. mix de voix du Seigneur, Voilà, j'étais voix un peu qui n'est pas du dispersé. Seigneur. Pour tout dire, c'est que j'ai choisi la musique après les études de droit et je me disais il fallait que je fasse une activité qui serait rentable. Voilà. Donc je me suis dit je vais bosser dans les pianos-bars et au Maroc c'est très bien payé. Il paraît que c'est très bien payé, c'est ce qu'on Très dit. bien payé. Je vais De plus en m'abstenir plus de votre musiciens vont... On peut avoir une idée? Non, juste en... Performance à la soirée ouais. À peut-être. la soirée, par exemple, pour comprendre. Euh, Parce qu'on a aussi de la musique 100 la euros. semaine dernière. Hein. La Vivien, soirée. et on a 100 une euros idée. la soirée, d'accord, 100 ok. euros, sans compter les pourboires. Ok. 100 euros la soirée. Donc Ok. ça fait 60 000. Oui, ça va. 65 000. Ouais. On peut bosser 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Ah, c'est déjà... OK. Ah ouais, d'accord, D'accord. ok. Oui, ça paye. Mais c'est épuisant, c'est pas... Et C'est tu un as travail, resté quoi. 3 ans, c'est ça? Oui, 3 ans. 3 ans. Alors, après 2016, 2016. l'aventure The Voice Afrique francophone, Oui, The Voice tu Africa. atteins le cap des demi-finales. Oui. Très, très belle expérience. On va dire que c'est cliché ce que je vais dire, mais je ne suis pas allé pour gagner. Je suis allé Pour l'expérience pour la visibilité, Ouais. et puis pour rencontrer Lokwa, parce que je rêvais de rencontrer Lokwa comme ça. D'accord. Donc, je n'ai pas hésité. Mais ça veut dire que quelque part, tu étais sûr de passer toutes ces étapes préliminaires. L'audition à l'aveugle, Oui, tu étais sûr? non. Parce que déjà, la chanson, c'était pas mon choix. On m'a dit non, ce que tu as Ah, choisi, on va c'est pas parler de connu. ça, ouais. On en faut a faire parlé ça. la semaine dernière. Oui, effectivement. exactement. Ouais. Donc, ceux qui me connaissent quand ils ont vu l'audition, ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais pu chanter, tu aurais pu faire mieux que ça. J'étais stressé parce que je n'étais pas à l'aise. ça. Mais bon, Dieu a fait que ça s'est bien passé. Et puis, ça reste une très belle expérience. On t'impose une chanson qui n'est pas de ton registre, c'est pas le genre de chanson dans laquelle tu excelles, Elle est de mon registre, mais c'est pas ce que j'aurais voulu. c'est pas ce que tu aurais C'est voulu. marrant parce que moi, en t'écoutant tout à l'heure, franchement, j'ai eu des frissons. Ah, Alors merci. que c'est pas du tout dans ton registre et ouais. Et j'avais choisi une chanson gospel pour Ah. la petite histoire. D'accord. Ils ont dit non. Alors, chose curieuse, donc, c'est une chanson qui est dans ton registre, mais bon, tu vas pas chanter comme tu voulais, c'est ça, c'est ce qu'on retient. Ouais. Tu sors ton premier single
Boomerang, on est en 2017, 1 an plus tard. Là, tu as le temps, donc, tu as mûri ton idée, tu as choisi ton registre et tout. Par contre, ça sera accueilli avec beaucoup de scepticisme, scepticisme autant pour moi, par ceux qui te connaissent, parce qu'ils disent, qu'est-ce qu'il allait chanter, c'est pas son registre. Pourtant, c'était bien, hein, je confirme. Merci. Belle œuvre et tout, voilà. Mais c'est pas du gospel. C'était pas du gospel. Pourquoi? On va dire que j'ai voulu profiter de la lucarne de The Voice. Oui. Je me suis dit, si je laisse trop de temps, on va m'oublier. Il faut que je sorte quelque chose qui soit dans l'air du temps et tout ça. Ça a été une expérience pas vraiment mûrie, mais ça reste quelque chose qui fait partie de mon histoire. Faut parler comme Didi BS qui a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans, mais quand tu n'es pas dans ce que Dieu veut, ça ne prospère pas. Ah, c'est un rapport avec Dieu. Bon, allez, finalement. Non, mais non. Oui, voilà, à partir de quand, justement, tu te... Vas-y, Pierre. Sur le quand Dieu veut, parce que je regarde un peu les images du dernier clip, et c'est vrai que tu reprends quand même les codes, des codes assez bling, de la fourrure, du machin. Est-ce que ça va dans le sens de ce que tu... Est-ce que la fourrure de Dieu, ça marche? Mais bien sûr. Le bling, le machin. Ils ont un stéréotype du chantre. Ah oui, c'est vrai. Makosso, qu'est-ce qu'il a dit, Makosso? Qui a dit que Dieu interdit d'être riche ou bien je sais pas quoi, ou de montrer les codes de machin, je sais pas, un truc comme ça, ouais. Et puis après, ça, c'est du hip-hop. Je ne vais pas porter une chemise en pagne pour faire un clip. Ouais. Ouais. C'est du hip-hop? Oui. Et ça parle pas de Dieu, là? Si, ça parle de Dieu. D'accord. Ok. Bon, allez, et puis... Hip-hop religieux. Voilà, finalement, gospel, assumé. Toujours la tête, c'est ça? Toujours la tête. Toujours la tête, justement. C'est ton tout dernier single en date. Oui. OK. Qui annonce aussi un album à venir. Un album. 100% gospel. 100% gospel. Combien Plus de mélange. Combien de titres? 10 titres. Qui sortira quand? Par la grâce de Dieu, en août. Est-ce qu'on a le titre? Je réfléchis encore. Je suis indécis. Par la grâce de Dieu, quand? En août En août de cette année. de cette année. D'accord. OK. Mais tout est OK pour que ça se fasse en août. Oui, Dieu fera grâce. D'accord. 10 titres. Très bien. Arrangé par qui? Plusieurs arrangeurs. Il y a MK Soundtrack. Il y a Papa David qui va intervenir dessus, Papa David Aéro. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes qui ne sont pas vraiment connus, mais qui sont très talentueux. Voilà, je n'ai pas forcément ciblé de grosses têtes parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir la chance d'être révélés, comme je l'ai eu. Donc pourquoi ne pas travailler avec eux? D'accord. Alors tout à l'heure, tu seras live sur la scène de la télé d'ici. Tu vas nous reprendre 2 titres qui sont des compositions propres. Alors j'ai regardé un peu la playlist, je n'ai pas vu Boomerang. Boomerang, ce n'est pas une chanson gospel. Oui, mais c'est bien. Mais maintenant, C'est bien, mais ce n'est plus moi. Par rapport à ta démarche et par rapport à ce que tu es, maintenant, tu préfères chanter des chansons gospel, des C'est pas morceaux. ce que je préfère, C'est ce que tu c'est es. ce que je suis. D'accord. Ce que je suis, ce que je serai. Bon, OK. Très bien. OK, Yann qui sera donc dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. On a juste le temps de se tourner vers professeur. Professeur Sanogo Ibrahima, qui je rappelle donc est le chef du service hématologie du CHU de Yopougon. Avec vous, donc, on parle de cette maladie méconnue, qui pourtant existe. Donc, c'est l'hémophilie. Est-ce qu'il n'y a pas d'âge, on est d'accord? C'est à la naissance. C'est à la naissance. Voilà, Voilà. pas d'âge. Est-ce que c'est... Avec l'âge, ça s'aggrave, justement? Oui, si la prise en charge n'est pas, si le malade n'est pas connu, si la prise en charge n'est pas dans les normes, ça va s'aggraver avec l'âge. C'est ce qui va faire aboutir à la destruction, comme j'ai dit, des articulations, avec la possibilité d'être sur une chaise roulante. D'accord. Parce que les 2 genoux sont bloqués. C'est cela. Il est important de revenir sur une information qu'ils avaient communiquée quand même, c'est la prise en charge. La Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique, le premier pays, Ouais. voilà, donc à disposer donc de la toute dernière trouvaille, pour emprunter vos mots, du tout dernier cri en termes de prise en charge. Il faut peut-être revenir quand même sur cette information, c'est important, Oui. pour ceux qui nous prennent seulement en marche maintenant. Alors, ce médicament dont je parle, je ne donnerai pas le nom commercial. Le nom scientifique est un peu rébarbatif. C'est un anticorps monoclonal, c'est-à-dire, en fait, c'est un anticorps qui va jouer le rôle du facteur déficient sans être le facteur déficient. C'est ça. Parce que l'inconvénient du facteur déficient, c'est qu'à la longue, on peut voir apparaître des substances dirigées contre le facteur. À ce moment, le traitement devient très difficile. Mais pour la première fois, on a pu trouver un produit qui joue le rôle sans être le facteur. Donc, ça fait que les chances de voir apparaître un anticorps sont faibles. D'accord. C'est la bonne nouvelle. On va terminer justement sur cette note, sur cette bonne
sur cette bonne nouvelle, sur cette note très positive, pour vous remercier d'être passé. Professeur Sanogo Ibrahima, je rappelle que vous êtes le chef du service hématologie du CHU de Yopougon. Merci également à Moïse Kofi Ndri, président de l'ONG internationale Hémophilie et autres maladies du sang, et Clément Anédonc hémophile, qui a bien voulu passer sur ce plateau pour partager justement son expérience, et à qui donc on souhaite donc bon courage. Yann sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Le temps de remercier l'INSEE, qu'on va retrouver dans quelques instants pour sa mi-temps. Ne vous en faites pas, ce sera juste après la pub. Ça c'est vu. Allez, à tout de suite. C'est le tout dernier virage de la télé d'ici, consacré essentiellement donc à l'hémophilie, une émission qui se tient, on l'a dit, donc dans le sillage de la commémoration internationale de la journée de l'hémophilie. On va parler de sport, le temps de quelques petites minutes avec l'INSEE, c'est la mi-temps de l'INSEE. Jingle. Et aujourd'hui, il s'en passe des choses niveau sport. Alors déjà, dans la mi-temps, on parle de nos champions. Toutes nos félicitations à Ruud Bagby et Cheikh Cissé. Ils ont remporté la médaille d'or lors de l'Open international d'Espagne. Cheikh dans la catégorie des moins de 80 kilos et Ruud dans la catégorie des moins de 67 kilos. L'Open international d'Espagne est une grosse compétition qui réunit plus de 350 athlètes venus du monde entier. Le drapeau ivoirien a donc flotté très haut ce week-end et cette performance de nos athlètes se veut rassurant quant à leur participation aux Jeux Olympiques, aux JO de Tokyo, qui se tiendront normalement, si tout va bien, du 23 juillet au 8 août prochain. Et puis, on parle football avec ce séisme footballistique. Dans la nuit de dimanche à lundi, 12 grands clubs européens ont lancé une Super League, une compétition privée vouée à surplanter la Ligue des Champions. Alors, parmi les clubs fondateurs de la Super League, on trouve les six plus grandes équipes de Première Ligue. Donc, il y a Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, ainsi que le Real de Madrid, ou encore le Barça. Aucun club français ni allemand ne figure dans la liste. L'UEFA les a d'ailleurs remerciés publiquement pour leur loyalisme. Loyalisme, oui, c'est ça. On enchaîne du coup. La nouvelle compétition, explique ses promoteurs, est vouée, parce que ça va être un petit peu long, est vouée à générer des ressources supplémentaires pour toute la pyramide du football. Donc en gros, si cette Super League a été mise en place, c'est pour générer beaucoup plus de sous pour l'univers du football. En contrepartie de leur engagement, les clubs fondateurs recevront un versement en une fois de l'ordre de 3,5 milliards d'euros destinés uniquement à des investissements en infrastructures et compenser l'impact de la crise liée au Covid-19. Alors c'est ce qu'expliquent donc les organisateurs, et si ce chiffre est confirmé, il suppose des revenus donc bien supérieurs à ceux obtenus par l'UEFA pour l'ensemble de ces compétitions de clubs qui avaient généré 3,2 milliards d'euros de recettes en TV en 2018 et en 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est que le football, de manière générale, génère déjà beaucoup de sous. Je ne dis pas pourquoi en vouloir plus, mais c'est quand même très satisfaisant. Une Super League féminine sera aussi lancée une fois que la compétition masculine sera bien installée. La FIFA a bien évidemment désapprouvé une Ligue européenne fermée et dissidente hors des structures du football. Et l'UEFA, dans un communiqué co-signé par plusieurs championnats nationaux, a prévenu que tous les clubs faisant partie de cette Super League, tous les clubs, sans exception, seront exclus des compétitions nationales et internationales et que leurs joueurs ne pourraient plus jouer en équipe nationale. Ça, pareil, on a l'impression que c'est surréaliste, parce qu'imaginez que certains clubs décident donc de faire partie de cette Super League. Le problème, c'est que les joueurs, parfois, n'ont pas forcément le choix. Donc pourquoi, eux aussi, pourquoi est-ce que les joueurs vont aussi être sanctionnés ? Voilà, maintenant j'aimerais avoir votre avis. Pourquoi vous rigolez ? Là, techniquement, on pourrait se retrouver avec une Coupe du Monde sans Barcelone, donc du coup sans Lionel Messi. Sans Lionel Messi. Non, une Coupe du Monde même, parce qu'ils n'ont plus le droit de jouer à l'international. Voilà, non plus. Donc sans Lionel Messi, sans Cristiano Ronaldo, qu'on ne verrait pas avec leur équipe nationale. Sans Pogba, sans personne. Non, mais moi je vais plus loin. Il y a déjà la Champions League, on est au stade des demi-finales. Vous avez sur les 8 équipes, donc il y a 7 qui font partie de cette fameuse Super League. Donc en gros, et c'est la bonne nouvelle pour l'INSEE, c'est que si ça continue comme ça, on va devoir décerner la coupe au PSG, qui est le seul club qui ne fait pas partie justement de cette shortlist. Écoutez, et je pense qu'ils seront pas malheureux, les supporters du PSG. Vous n'arrivez pas à remporter la Champions League, télé on vous l'offre. Ça sera ça en fait. Et je pense qu'ils seront très contents. À mon avis, ça ne va peut-être pas prospérer. C'est une façon en gros de faire pression. Parce qu'il ne peut pas avoir de compétition plus prestigieuse que la Champions League, parce que dans la Champions League, on donne à la fois la chance aux clubs qui sont déjà cotés, mais également aux clubs
qui ne représentent pas grand-chose sur l'échiquier, mais qui ont toutes leurs chances de se mesurer donc au grand club. Il y en a qui sont super fans de ce Oui, de ce parce qu'il y en a qui disent que la Champions League aussi a perdu un peu de son prestige. Oui, mais quand vous avez une formation comme Borussia Dortmund, qui, il y a quelques années en arrière, n'était pas sur l'écran radar et arrive à bousculer les grands clubs au point de se positionner, par exemple, en 8e ou en quart de finale, il y a aussi une excitation autour de tout ça. Ouais. C'est vrai que ça, sur C'est la la durée, beauté du football. Ça peut lasser peut-être. Absolument. Parce que ça risque d'être à vase clos, c'est toujours les mêmes équipes qui s'affrontent. Est-ce que vous êtes pour, alors, vous, ou pas cette Super League? Je ne suis pas pour. Je D'accord. ne suis pas contre. Bah alors, je suis pour la Champions League. donc vous êtes un peu contre, si vous êtes pour la Champions League. En tout cas, Voilà. je suis pour la Champions League. Pierre? Exceptionnellement, peut-être sur 2-3 ans, mais histoire À de long renflouer les terme. caisses, plus que c'est vraiment la question Mais qui ça est va, on là. parle quand même du football, quoi. Je veux dire, Il y a eu des grosses pertes, c'est vrai, sur la période Covid, mais bon, chiffre, toujours du chiffre. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Oui, moi j'ai un avis. C'est une perte de consensus. Hein? Parce que là, ça crée une première. Et où est-ce que ça va nous conduire? Ça, c'est comme ça que s'installe, entre guillemets. Exactement. On ne va plus pouvoir contrôler. Hein? Parce que si tout le monde veut créer... Ça dit que c'est ça. Ça éclate. Hein? Absolument. Et il faut savoir qu'il y a une grosse concurrence entre le championnat en Europe et aussi les championnats en Asie. Enfin, déjà la Chine qui arrive et qui veut se positionner d'ici 2030 en tant qu'une grande nation de foot. Enfin, il y a une vraie rivalité. Et en fait, la clé de tout ça, c'est le droit TV, en vérité. C'est ce qui justifie les salaires mirobolants des footballeurs et tout. Je pense que pour la cohésion, il vaut mieux s'entendre. C'est ça. Bon. Voir qu'est-ce qui divise et comment on peut arrondir les angles. Comme dirait quelqu'un, ils vont s'entendre entre eux là-bas. Et rendez-vous mardi pour la suite du feuilleton. C'est ça, très bien. Merci Lindsay pour cet update sportif. Et félicitations à nos taekwondoïnes, Sheikh Salah et Ruth Bagby. Ruth Bagby donc, qui décroche l'or. Exactement. Bon, il n'a pas fait, c'était pas terrible ici en s'enjaille parce que son équipe a perdu. Oui, mais bon. Elle va se consoler avec l'or. C'est une bonne consolation, non? Voilà, je pense qu'elle se préparait psychologiquement déjà. Très bien. Pour, Merci Lindsay, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du collège Saint-Maurice d'Alico et le Bon Samaritain qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Je vous prie d'accueillir maintenant live sur la scène de la télé d'ici Yann. Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance.
sa fidélité durera toujours. Pour moi et pour toi, loup Jésus. Loup est mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. Yeah. Toujours la tête. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Toujours là, toujours là. Je crois et je confesse que j'ai la vie en abondance. Je me distingue dans tout ce que je fais par l'excellence. Dans ma génération, je veux marquer la différence. Car je ne suis pas seul, Dieu tient ma main pour que j'avance. Et tant de fois je suis tombé, dans sa race il m'a relevé pour accomplir ma destinée. Merveilleux ce qu'il m'a préparé, et tant de fois je suis tombé, mais Jésus-Christ m'a relevé pour accomplir la destinée. Merveilleux ce qu'il m'a préparé, je suis toujours la tête, toujours là, toujours là, toujours là, toujours là, toujours la tête. Toujours là, toujours là, toujours là, toujours là, toujours la tête. Toujours là, toujours là, toujours la tête. Put your hands up in the air. Je suis toujours la tête, jamais la queue, ni même au milieu. Oui, je suis toujours la tête. Yeah, jamais la queue, jamais la queue, jamais la queue. Yeah, toujours la tête, toujours là, toujours la tête. Au nom de Jésus. Toujours là, toujours la tête, toujours là, toujours là, toujours là, toujours la tête, toujours la tête. Yeah, es-tu conscient du potentiel qu'il a mis en toi pour être une solution pour le monde ici-bas? Demande à Dieu de te montrer la bonne voie, la bonne voie, la bonne voie. Tant de fois tu es tombé, mais Jésus-Christ t'a relevé pour accomplir la destinée, même ce qu'il t'a préparé. Bien tant de fois tu es tombé, mais Jésus-Christ t'a relevé pour accomplir la destinée, même ce qu'il t'a préparé. Hey! Toujours là, toujours là, toujours là, toujours là, toujours la tête. Toujours là, toujours là, toujours la tête. Toujours là, toujours là, toujours la tête. Je suis toujours la tête, jamais la queue, ni même au milieu. Oui, je suis toujours la tête, jamais la queue, jamais la queue. Je veux te dire ce soir que tu es toujours la tête, jamais la queue, ni même au milieu. Tu es toujours la tête, hey, hey, toujours la tête, toujours la tête. Toutes les études, toujours la tête. Dans ton travail, toujours la tête, yeah. Dans ta famille, toujours la tête, yeah. Je suis saint et mis à part pour Dieu. Je suis sel et lumière pour le monde. Tu es seul mis à part pour Dieu. Oui, tu es sel, lumière pour le monde. Hey. Sois un modèle, mon frère, en pensée, en parole, en pureté. Tu es né pour influencer. Hey. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu verras, tu seras toujours là, toujours là, toujours la tête, toujours là, yeah, toujours là. Pour je vais t'oublier, hey. Jeunesse de Côte d'Ivoire, toujours la tête. La télé d'ici, toujours la tête. Yeah, toujours la tête. Tibet, toujours la tête. Côte d'Ivoire, toujours là, toujours là, toujours la tête. Les enfants de Dieu sont des pour dominer. Toujours là, toujours là, toujours là, toujours la tête. Yeah, yeah, toujours la tête. Ouh. Toujours là, toujours là, toujours la tête.
you. Merci. Yann, merci de l'applaudir. Bravo.